Bonsoir Marc Bélite. Alors je suis ravie de vous accueillir ce soir dans l'espace culturel du Leclerc Saint-Médard, qui est un lieu important puisque depuis plus de 3 ans déjà, c'est un endroit qui œuvre pour recevoir des écrivains connus, des écrivains qui sont connus de par la France et qui permettent aux gens de Saint-Médard et au Bordelais également, de rencontrer, de parler, de communier avec tous ces écrivains. Donc voilà, je voulais remercier aussi tous ces gens qui sont impliqués dans l'espace culturel, parce que c'est vrai que c'est assez rare d'être motivé, de s'engager comme ça dans son métier et de faire partager sa passion. Voilà, Marc Bélite, je vais vous présenter. Vous êtes président du Parvis à Tarbes et vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre livre qui s'appelle Le spectacle du cœur, mémoire d'un directeur de théâtre au cœur, aux éditions Séguier. Le Parvis, on pourrait peut-être en dire quelques mots. C'est un établissement, on va dire au sens large, en charge de la diffusion et de la promotion des talents. Et si vous pouvez en dire quelques mots, je crois que c'est quelque chose qui est assez grand puisqu'il comporte une salle de spectacle, une salle de cinéma, un théâtre. Il faut lever la petite... voilà. Merci de votre accueil. Merci à tous. Merci à François Levieux de cet accueil à la fois amical et toujours très, très, très proche des préoccupations des gens de culture. Merci à Sybille et à l'équipe de ce magnifique lieu qui nous accueille pour une deuxième fois. Et je voudrais commencer, à partir de ces différentes présentations, par un aveu de modestie. Pour vous dire, oui, on va me présenter de différentes manières. Je vais vous dire, moi, comment je me vois. Je me vois comme quelqu'un qui a fait une trajectoire professionnelle dans le domaine de la culture, du spectacle vivant en particulier, de l'enseignement aussi. J'ai enseigné la philosophie pendant 20 ans. J'ai ensuite fait une expérimentation culturelle en créant un établissement culturel du réseau national français, un peu comme le Carré des Jalles, si vous voulez, mais peut-être plus important, toute proportion gardée, puisque c'est un établissement qui, dans la région tarbaise, rassemble chaque année plus de 200 000 personnes. Et il y a 15 salles de cinéma, il y a 2 salles de spectacle, il y a un centre d'art contemporain. Enfin, il y a beaucoup d'activités de ce genre, et en même temps, il s'articule avec des activités culturelles à Pau. Donc, c'est un peu un établissement structurant dans une agglomération au sens large. Et dans cette activité-là, j'ai mené à bien, j'espère, le projet qui était le projet de Malraux, qui consistait à mettre la culture à la proximité du plus grand nombre de gens possible, avec à la fois une offre culturelle significative, des choses belles, grandes, des grandes œuvres de théâtre, de musique ou de danse, mais en même temps, en mettant en œuvre des procédures spécifiques d'animation qui organisent la rencontre entre les gens les plus inattendus, comme avec ceux qui, par destination, se nourrissent des biens culturels depuis toujours. Et la particularité de ce lieu, et c'est ce qui nous fait le lien avec ici, c'est qu'il est situé dans un centre Leclerc. Et pourquoi dans ce lieu-là, c'est un grand centre commercial à Tarbes, pourquoi dans ce lieu-là ? Parce qu'à un moment donné, quand il s'est agi de réfléchir où on devait mettre les lieux culturels, il m'a semblé que les grandes surfaces, je parle des années 70, ce contexte-là, qui émergeait à leur appel, était le lieu de la plus large fréquentation populaire et du plus grand brassage populaire. Et qu'il fallait aller, si vous voulez, là où les gens poussent des chariots, pour leur dire, dans le chariot, il peut y avoir aussi des livres, et puis on peut aussi faire de la musique et des choses comme ça. Voilà. Alors justement, en 1974, vous vient l'idée de mêler à la fois distribution et culture. C'est une idée un petit peu innovante, novatrice. J'imagine que le monde culturel bouge, ne réagit peut-être pas forcément bien au premier abord. Comment ça se passe ? Racontez-nous un petit peu. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été professeur de philosophie et donc, naturellement, un peu frotté de sociologie, des choses de ce genre. Et je m'étais beaucoup intéressé à l'aménagement des lieux culturels en France. J'ai même songé au moment à faire un livre là-dessus.
C'est intéressant, les lieux culturels, parce que savoir où on les met, si on les met auprès de là où les gens sont par destination des clients potentiels, ou si on les met très loin pour aller chercher d'autres gens. Et il y avait un sociologue en France qui est mort maintenant, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose, il s'appelle Jean Duvigneau. Jean Duvigneau a été quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur les manifestations ludiques de la société et la manière dont ils s'articulent dans l'espace urbain. Et il avait dit à propos de ce phénomène nouveau qui apparaissait dans les années 70 et qui était les grandes surfaces, il avait dit que l'on construise aux portes des cités ces vastes hangars de grandes surfaces et la fête de l'échange recommence avec ses guinguettes et ses marchés fous. Et moi, cette phrase m'a longtemps poursuivi, et je me suis dit, oui, en effet, qu'est-ce qui se passait quand on a inventé la fête culturelle, la fête de la culture et du spectacle? Si on revient aux sources, au moment où on est sorti de la grande nuit du Moyen-Âge, et où les gens ont commencé à sortir des églises, où ils étaient ployés devant la divinité et agenouillés devant le salut de leur âme, eh bien, il y avait sur le devant des églises ce qu'on appelait les jongleurs, les battleurs, les baladins, sur les parvis des églises. Et c'était donc pas dans le lieu du culte, où se célébrait certes un théâtre particulier. C'était aussi à l'extérieur qu'on plantait les tréteaux des baladins et des artistes. Et je me suis dit, voilà, au XXe siècle, on peut imaginer une chose comparable, en tout cas s'en inspirer, et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ce lieu le parvis, qui voulait dire le devant d'eux, en disant que peut-être l'art moderne, l'art, même le théâtre au sens large, commence à partir du moment où il sort du culte ou du religieux, et où il devient en quelque sorte laïque, c'est-à-dire où il va se produire dans le peuple réel, quoi, et pas seulement sous les pas seulement à l'élite. Voilà, sous le sacré, sous le sceau du sacré. Donc voilà le début de l'histoire. D'accord. Donc finalement, vous donnez accès à la culture à tous. Hein, c'est un grand partage. Le Parvis, c'est un endroit qui a de nombreuses activités, vous le disiez. Plus de 200 000 personnes s'y rassemblent, circulent. C'est un lieu incontournable. Vous avez accueilli de nombreux artistes, à la fois des comédiens, des metteurs en scène, des chanteurs, des gens qui sont venus à votre rencontre, qui sont même revenus, puisqu'il y a des liens se sont tissés. Pendant plus de 30 ans, vous rencontrez tous ces gens-là et vous décidez, justement, de raconter, de garder une trace de toutes ces rencontres que vous avez faites. À quel moment vous avez eu cette idée, vous avez pris la décision de partir dans cette narration ? J'ai commencé tout à l'heure en disant que j'allais faire un aveu de modestie, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Alors cet aveu, le voici. J'ai poursuivi une trajectoire professionnelle, donc celle que vous décrivez. Et à un moment donné, comme chacun d'entre vous, je ne sais pas quelles sont vos activités, mais je me suis demandé, mais au fond, quel sens ça a, ce que tu fais? Les métiers que tu fais, les métiers de culture, quel est son sens? Et dans le contexte général des politiques culturelles françaises, comment ça se situe l'histoire des scènes nationales? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en dis un mot, c'est une parenthèse. À mes yeux, ce qui s'est passé en France d'unique, cette grande parenthèse de la culture qui s'est ouverte en 1959 avec Malraux et qui est en train de se refermer, je vous le dis aujourd'hui, en grande partie, a été quelque chose d'inouï. Or, qu'est-ce que Malraux a dit à ce moment-là? Il a dit, la mission que m'a confiée De Gaulle, c'est de faire peuple avec le peuple français. Au lendemain de la guerre, les Français, comme c'est souvent le cas dans leur histoire, se sont retrouvés vaincus, démoralisés, désunis, avec une gauche et un parti communiste particulièrement puissant, vous vous rappelez peut-être, dans l'histoire, avec une droite qui cherchait à se positionner, avec un centre qui allait de l'un à l'autre. Enfin, le pays était chaotique. On avait encore le fusil à portée de la main ou le revolver dans la poche et les guerres de la libération et ensuite d'après étaient encore présentes. Il fallait donc faire l'unité de la France. Et Malraux, nommé ministre de la Culture, se dit
on ne peut pas baser un pays moderne comme la France sur la religion. Comme par exemple les Américains. Hein, In God we trust. C'est pas possible dans un pays comme la France, pays laïque, et depuis 1905. Sur quoi peut-on trouver, quel peut être le grand consensus français? C'est leur passé, leur patrimoine, et c'est la culture. Et c'est donc la raison pour laquelle il faut que dans chaque département de France, on construise une maison de la culture. C'est sa grande idée, dans laquelle on va mettre les Français en présence de leur patrimoine. Et le décret de 59, je vous invite à le relire. Si vous allez sur Internet, vous tapez décret 59 de Malraux, vous verrez. C'est mettre à la disposition des Français leur patrimoine et leur création. Et au-delà, la création du monde. Donc c'était une, comment dirais-je, une perspective, un projet politique et culturel. Eh bien, cette idée-là, moi, elle m'a habité. Et j'ai essayé de comprendre et ensuite de suivre dans l'évolution des choses comment elle se déclinait et s'articulait dans le temps. Et donc, les premiers livres que j'ai faits sont des livres qui avaient trait à la réflexion sur la culture. Voilà. Et donc, ça a été principalement mon activité. Donc, à côté de mon activité proprement dite, il y avait une activité réflexive. Il fallait que j'ai publié ça. J'en ai fait 2 ou 3 comme ça. Et puis, je suis arrivé à un moment où j'avais pris un peu de recul par rapport à ces choses et que je commençais à songer à la retraite. Voilà. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose aussi que j'avais envie de faire depuis très très longtemps, que je cultivais en secret comme un petit jardin, et comme sans doute vous faites certains d'entre vous. C'était l'activité romanesque. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un roman dont le contenu est un peu philosophique, parce que je suis un peu philosophe, si vous voulez. Et je suis parti sur l'histoire de la perte du crâne de Descartes. Mais enfin, ça, je ne vais pas vous le raconter. C'est donc le point de départ de mon roman, et ça s'appelle « Le philosophe amoureux ». Enfin, c'est une antiphrase, parce que mon philosophe n'est pas vraiment amoureux. Et puis, avec le recul, je me suis dit, au fond, pendant 30 ans, 40 ans, tu as rencontré des artistes de théâtre, de musique, de danse, de variété, vous avez dit tout à l'heure, ou de café-théâtre, tout ce qu'on voudra. Ce serait peut-être amusant d'essayer de raconter les rencontres particulières, les liens particuliers que l'on peut nouer avec ces gens. Et donc je me suis mis à écrire une sorte de dictionnaire amoureux du spectacle vivant, mais je ne voulais pas faire comme un dictionnaire amoureux classique, c'est-à-dire faire des rubriques, je décris un tel, je dis ce qu'il a fait, son curriculum vitae, c'est pas intéressant. Mais quelle a été ma rencontre à moi avec cet artiste? Qu'est-ce que j'ai à en dire? Alors, j'ai fait un bouquin de 500 pages, j'aurais pu faire un bouquin de 2000 pages, parce qu'avec tous les gens que j'ai rencontrés, j'aurais pu parler de beaucoup de choses, mais l'éditeur m'a dit 500, on ne va pas plus loin. Justement, donc, par rapport à tous les gens que vous avez rencontrés, il a fallu faire une sélection, forcément. Ça a dû être cruel. Oui. J'ai essayé de faire un livre empathique, où transparaît l'amour de l'art et des artistes. J'ai laissé de côté beaucoup d'aspects polémiques, ou de gens qui ne me semblaient pas à la hauteur de leur réputation. J'ai pas voulu combattre sur ce terrain-là. Je me suis dit, ce qu'on donne à lire aux gens, il faut que ça les émeuve, que ça leur fasse plaisir, que ça les surprenne, que ça les pique leur curiosité, et que finalement ils aient du plaisir à lire ce livre. Et à le découvrir, d'ailleurs, je vous confirme. Vous en parlez d'ailleurs de tous ces artistes avec franchise, lucidité, avec cœur. Vous parlez de belles spectacle au cœur. Oui, voilà. Vous parlez de belles rencontres, vous parlez aussi de quiproquos, de rendez-vous manqués. On peut évoquer Barbara, qui est sur la couverture du livre. Et puis de Guy Bedos, vous dites de râleurs sympathiques, de conteurs nés en parlant de Boujna, et puis de gens que l'on quitte avec regret, et d'amis en parlant de Yolande Moreau. Alors, tous ces gens qui sont venus vous écouter, j'imagine, aimeraient écouter en tout cas, de petites anecdotes. Alors je vous laisse la primeur du choix. C'est plus que des anecdotes, ça va au cœur du métier. Oui. Ça va au cœur du métier. Alors, la rencontre, disons, qui vous vient à l'esprit et qui vous a marqué. Vous avez évoqué Barbara, il faut en parler. Elle est sur la couverture. Barbara, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime beaucoup Barbara, j'aime beaucoup son univers, sa voix très émotionnante, ce qu'elle dit, la gravité, la beauté de ses chansons, le personnage qu'elle est. Enfin bon, c'est quelqu'un vraiment que j'admire beaucoup.
Et un jour, j'ai eu la chance de pouvoir la programmer. Dire, voilà, Barbara. Alors, je m'étais préparé un petit couplet. Je me dis, quand elle va revenir, je vais lui dire combien j'admire, etc. Et puis, le régisseur vient me dire, écoutez, elle est arrivée, elle est de mauvais poil. Elle veut voir le directeur. Oui, c'est le truc. S'il y en a qui ont fréquenté les collèges et les lycées, aller voir le directeur, ça jamais très bien, quoi. Pas quelque chose qui. C'est rarement pour vous faire des compliments. Et alors, je me présente devant elle. J'ai pas pu dire un mot. Elle me toise, elle me salue pas. Elle me dit où sont les toilettes. Bien, madame, les toilettes, elles sont là. Elle me dit, mais vous n'imaginez pas que moi, je vais aller là. Où sont les toilettes? Dans les loges. Et il n'y en a pas. Et ben, je ne chante pas. Débrouillez-vous comme vous voulez, je ne chante pas. Bon, voilà, premier contact. J'ai trouvé ça un peu réfrigérant. On a fait tout ce qu'il fallait, on a été chercher les trucs qu'on trouvait en vie. On a finalement trouvé des débuts, des sanisettes, si vous voulez, choses qui étaient autonomes et qu'on pouvait installer, qui étaient propres, enfin qui étaient impeccables. Donc je fais installer ça dans sa loge, puis je vais la voir 2 heures après, et je m'approche pour lui dire, j'ai pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit. Elle me dit, alors vous m'avez trouvé une chaise de malade. Vous voyez, elle n'est pas sympa, hein, la Monique Cerf. Vous l'avez appelée Monique Cerf, Barbara. Et elle, quand même, elle n'a pas eu la route pavée de roses. Elle en a bouffé de la vache enragée quand elle était à l'Écluse ou à la Contrescarpe ou ailleurs. Enfin, ça n'a pas été toujours. Je savais bien quelle était son histoire. Bon, je dis, ouais, c'est vraiment pénible. Et puis on traverse la salle, elle me dit, puis ce piano, c'est pas un piano de concert. Je dis, ben non, c'est un demi-queue, il n'y a pas les moyens, c'est pas un piano de concert. Bon, j'espère qu'il est réglé au La 440. Oui, on a fait régler, bon, place un accord, ça va. Bon, bref, elle me toise, elle me méprise, elle me jette. Quand c'est comme ça, bah, voilà, dommage. Le soir, elle nous fait un concert sublime, grande professionnelle, magnifique. La photo est issue du concert, qui est dans la couverture. Et puis basta, la vie passe. 25 ans après, elle publie ses mémoires. Je lis ses mémoires. Peut-être vous les avez lus. Et je découvre que, à l'âge de 10 ans, elle était à Tarbes pendant la guerre. Elle a été scolarisée à Tarbes. Elle a vécu 1 an avec son père dans une rue de Tarbes qui s'appelle la rue des Carmes. Et c'est là que son père l'a violée. Et donc, la fameuse histoire de l'Aigle Noir, le voyage à Nantes, etc. Tout ça, c'est cette histoire terrible de Barbara avec un peu comme Angot, si vous voulez, avec ce truc. Sauf qu'elle, c'était vraiment ça. Et en plus, elle avait avec son père une relation extrêmement trouble, de détestation et d'amour. Il suffit d'écouter ce qu'elle chante. Et je me dis, mais voilà l'explication. Et je dis, mais pourquoi est-elle venue? Ben oui, voilà l'explication aussi. C'est que la scène dont je parle se trouve à côté de Tarbes, dans un lieu qui s'appelle Ibos. Et que donc, quand son agent lui a fait signer ses contrats, elle a signé, pas vu Tarbes. Et puis tout d'un coup, dans sa tournée, elle est arrivée à Tarbes. Et là, son passé lui a sauté au visage. Et tout ce qui pouvait être enfoui en elle de frustration, vous qui faites des interviews de femmes à longueur d'année, vous devez comprendre, eh ben, ça m'est revenu en boomerang. Et comme une éclaboussure, comme une voiture qui passe dans une flaque et qui vous envoie ça à la figure. Ça n'a pas changé mon appréciation et mon amour de l'art de Barbara. Mais j'ai raconté cette anecdote parce que ce sont des moments de vérité, ça. C'est ce qui est derrière le spectacle, c'est que ce que le public ne voit pas. Et après tout, il ne faut pas le retenir, il faut au contraire le raconter, parce que l'histoire racontée par des gens comme moi, c'est l'histoire de gens qui sont des 2 côtés de la scène. Je raconte à un moment donné l'histoire, je ne sais pas si ça vous a frappé, des boucles d'oreilles d'Amalia Rodriguez. C'est pareil, c'est des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne voit que de la scène. Oui, quelque part, c'est un autre regard. En tout cas, c'est vrai que la fin de l'histoire de Barbara, enfin de la narration que vous faites, c'est touchant parce qu'on voit quand même que vous êtes un peu blessé par sa façon de se comporter, on le comprend, mais à la fin, vous dites que vous êtes toujours aussi sensible par ses mots, par son chant, et que de l'avoir écouté en concert, ça a été juste formidable.
Et c'est vrai que c'est assez touchant. Vous parlez, donc, je le disais, de Conternay, Michel Boujna, quelqu'un de très sympathique qui met des choses tristes en mots ou qui plaisante, qui est toujours un peu sur le fil. Ou encore Guy Bedos qui plaisante de tout, qui provoque, qui fait un peu l'esclandre. Et Yolande Moreau, qui est une femme que vous croisez, qui revient chez vous en amie. Peut-être pouvez-vous en parler un petit peu, Yolande Moreau? Une copine, Yolande. Il se trouve que dans les années 70, 80, 85, il y a eu en France un phénomène que vous connaissez tous et qui a été une pépinière extraordinaire pour la variété et pour l'humour, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la comédie de stand-by. De stand-up, pardon, c'est le café-théâtre. Et donc, sont sortis de là des artistes aussi connus que Coluche et tant d'autres, et les gens du Café de la Gare et compagnie, et compagnie. Et donc, cette actrice belge, qui est Yolande Moreau. Et Yolande Moreau, à ce moment-là, elle avait un spectacle, je ne sais pas si vous l'avez vu, terrible, quoi. Ça s'appelle Sale Histoire. C'est une femme un peu paumée, quoi. Elle est du genre de celle qu'on a jugée récemment, là, dont le mari a mis l'enfant dans le lave-linge. Il y a de ces paumés de la vie, c'est pas du trop ce qui leur passe par la tête, quoi. Ils ont un bout de lucidité, et puis le reste, il y a beaucoup de confusion. Et là, elle était avec un amant, il commençait à la battre, alors elle l'a tué, quoi, parce qu'elle en avait marre. Elle l'a tué. Puis elle regarde, puis ses commentaires sont... Ah oui, mais ça, l'histoire. Là. Bon, et comme s'il s'agissait, je ne sais pas, d'un tas de chiffons, de linge à mettre au sale, quoi. Enfin, bon. Et avec cette espèce d'absence de sens moral ou de sens de l'humain qui caractérise ces paumés de la vie, quoi. Et Yolande est une actrice d'une sensibilité, vous l'avez vu au cinéma, extraordinaire. Elle a été, pendant des années, une des actrices les meilleures, des actrices de la compagnie Jérôme Deschamps. Et je raconte dans le livre un des plus beaux spectacles des Deschamps, qui s'appelle C'est magnifique, où elle est habillée comme les Deschamps habillent leurs acteurs, c'est-à-dire des pauvres gens. Là, une femme un peu pataude, un peu grosse, avec un peu trop de ventre, un peu trop de hanches, avec une vieille robe de Vichy, un petit tablier, les cheveux mal peignés. Et puis tout d'un coup, elle entend à la radio « Oh là là là, c'est magnifique !» Et alors tout d'un coup, elle se déchaîne, quoi. Et elle qui est en train de faire la soupe aux légumes, elle balance ses hanches comme ça en avant. On dit tout d'un coup, mais voilà, elle va s'envoyer en l'air, quoi. Et puis ça retombe, quoi. Parce qu'évidemment, il n'y a rien, et puis il n'y a rien derrière, quoi. Donc, et elle campe des personnages d'une détresse humaine tout à fait extraordinaire. Elle a ce talent de pouvoir à la fois donner le pire et le meilleur dans le même mouvement. Si vous l'avez vu dans le film Séraphine, où elle présente l'artiste peintre, etc. Bon. Et donc Yolande est venue souvent au Parvis, et outre ces spectacles que je raconte, et dans le livre est composé de ça, je raconte des spectacles. Je ne fais pas qu'évoquer des gens, je raconte des séquences comme ça de choses vécues. Dans le dernier film qu'elle a fait, qui s'appelle La mer monte, l'avant-dernier film qu'elle a fait, qui s'appelle La mer monte, qui est un très très beau film, elle raconte sa pièce là Sale Histoire, Sale Affaire. Voilà. Et bon, en l'occurrence, le lancement du film, c'est un film qui a eu beaucoup de succès, s'est fait à Tarbes, parce qu'on lui a dit, écoute Yolande, tu viens le présenter chez nous au cinéma, et elle est venue. Alors ça, ce sont comme ça des amitiés, Bedos pareil, ou Boujna, ou d'autres, Philippe Avron, enfin, puisque vous allez sur ce terrain-là, il y a beaucoup d'artistes qui sont devenus des amis. Et je voudrais dire autre chose à propos de ça. C'est que moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le contact avec ces artistes, c'est de voir comment ils prenaient possession de la scène. Ça, c'est quelque chose d'unique. Parce qu'on s'assied dans une salle, puis on attend, on est venu pour rire. On attend qu'il nous fasse rire, le type qui est là, on a payé, on veut rire, là. Bon. Mais lui, quand il arrive, il sort des loges. Il arrive dans une scène qui est éclairée en général, violemment, il ne voit rien d'autre.
Il est comme un animal qu'on a mis en cage, comme ça, sous le regard des dompteurs dans le cirque. Et la salle est noire devant. Et il n'entend rien. Et comment il va prendre possession de cet espace clair en face d'un espace noir? C'est un stress absolu. Je n'ai jamais vu un artiste qui n'ait pas éprouvé au moment de rentrer en scène ce stress absolu. J'ai vu des gens qui se comment dirais-je, noyer dans l'alcool, comme Serge Reggiani, par exemple, que j'ai vu avaler 3/4 de bouteille de whisky avant de rentrer en scène. Ou Popek, qui avalait, lui, un thermos complet de tilleul pour se calmer. Vous voyez, chacun son truc. Et puis il y a un moment où, dans la salle, ça réagit, il y a un rire qui part, il y a quelqu'un qui tousse ou qui se mouche, tout d'un coup il y a du vivant. Et là s'entame une relation. J'essaie de raconter ça. J'essaie de raconter comment ça se noue entre l'artiste et le public dans cette relation improbable où en fait, on met celui qui doit faire rire dans une situation qui est de conquérir quelque chose qui est dans le noir. Et notamment lorsque vous parlez, je crois, si mes souvenirs sont bons, de Luc Bondy, directeur de l'Odéon, quand vous parlez du spectacle qui se joue, si mes souvenirs sont bons, donc 2 hommes, 2 vieillards de 90 ans qui occupent la scène et qui sont face à des chaises vides. Et là, on est dans une scène absurde de Ionesco. Et vous dites à la fin, finalement, l'histoire, le scénario, la pièce a été sacrifiée pour la mise en scène. La mise en scène a pris le pas finalement sur la pièce. Alors là, vous touchez un autre aspect des choses, c'est le regard que j'essaie de porter en tant que critique sur les choses que j'ai vues. Non seulement des anecdotes, non seulement du vécu, mais aussi, puisqu'on parle du théâtre, ce qu'il y a à penser des grands metteurs en scène de théâtre que j'ai pu accueillir. Et Luc Bondy n'est pas des moindres, puisque c'est un immense metteur en scène d'origine suisse qui a dirigé pendant très très longtemps de très grands théâtres en Europe et qui dirige actuellement le théâtre de l'Odéon à Paris. Luc Bondy met en scène les chaises de Ionesco. Alors les chaises de Ionesco, le théâtre de Ionesco, c'est un théâtre de l'absurde qui apparaît dans le début des années 50-60. Et l'histoire des chaises, elle est toute bête. C'est l'histoire d'un type un peu fêlé et de sa vieille femme qui sont tout seuls dans une salle, dans une chambre, dans une pièce, dans une maison. Et puis lui, il rêve de faire des conférences. Et il dit donc qu'il va y avoir des gens qui vont venir écouter ma conférence. Et donc il dispose des chaises dans une salle, dans une pièce, comme ça. Puis il en dispose tellement qu'on ne peut plus passer, quoi. Mais non, il n'y a personne qui vient. Il va venir. Sauf que va s'engager entre cet homme qui prépare sa conférence et puis sa femme, une espèce de discours de la déréliction humaine, de la déchéance humaine, et qui fait que, au bout d'un moment, il y a une sorte d'étouffement par l'objet, et chez Ionesco, par le langage. Donc c'est une pièce minimaliste. Et Ionesco disait, il faut la jouer dans un espace pas plus grand qu'ici, même la moitié de ça. Or, un metteur en scène comme Bondy, c'est quelqu'un qui fait du théâtre XXL, du théâtre sur, comment dirais-je, papier verni, du théâtre ultra chic, hyper chic, on dit aujourd'hui. Hein. Donc il a fait une mise en scène magnifique, magnifique, beckettienne, désespérée, en rajoutant des choses qui sont prises dans le cinéma de Lynch ou du grand cinéma américain. Un spectacle magnifique. Sauf que quand on a vu ce spectacle magnifique et qu'on a vu toutes les références et qu'on a pris plaisir à tout ça, on a vu un formidable exercice formel, mais qui avait fait disparaître la pièce de Ionesco. Et contrairement à la critique généralement laudative qui avait été faite de ce spectacle, moi j'avais fait une critique un peu plus, on dirait, sévère, en disant oui, c'est très bien, mais voilà ce que la mise en scène peut faire lorsqu'elle n'est plus au service d'un texte. Elle nous donne à manger un produit très sophistiqué, mais qui a très peu de choses à voir avec la matière. Un peu comme ces cuisiniers aujourd'hui qui nous font de la très très grande cuisine, mais on se demande où est le goût de la pomme de terre, du poulet ou du radis. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bon, alors finalement, d'avoir rencontré, vu tous ces spectacles, rencontré toutes ces personnes, vu tous ces spectacles, vous en sortez, j'imagine, enrichi, riche de souvenirs, riche de partage. Est-ce que vous diriez que vous êtes un autre homme ou vous êtes quelqu'un de différent après avoir rencontré tous ces gens? Transformé, comme chacun de nous. Et ça m'amène à dire quelque chose qui a à voir avec ce métier de programmation du spectacle. Qu'est-ce qui vous autorise à vous revendiquer d'avoir la compétence d'exercer ce métier qui ne s'apprend nulle part? Pas d'école pour ça. Simplement parce que vous avez, à un moment donné, la conviction que vous avez atteint un niveau où votre expérience, votre connaissance artistique a formé chez vous un goût qui peut être de nature à montrer aux autres ce que vous pensez qu'ils pourraient aimer. Et ce cheminement-là, il se fait très lentement. Il se fait en marchant. Il se fait peu à peu. Et il se fait d'une seule manière, en ayant vu les spectacles, les œuvres d'art les plus belles qu'on puisse voir. Et pour être clair par rapport à ça, et honnête aussi, vous aurez remarqué que dans le dernier chapitre du livre, je fais un chapitre qui s'appelle « Poteau d'angle ». Et dans « Poteau d'angle », je dis ceci, je dis, voilà, moi qui vous parle, ou moi qui écris, voilà quels sont mes titres et mes raisons. Voilà ce qui justifie la pensée, l'audace que j'ai de m'instituer un instituteur du goût. C'est parce que j'ai vu telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, dans le domaine du théâtre, de la danse, de la musique, etc. Et voilà lesquelles. Et si vous êtes spécialiste du domaine dont je parle, vous pourrez juger par vous-même. Quand je dis, moi j'ai eu la chance de voir tel spectacle, de tel metteur en scène, de tel auteur, etc., à tel moment, chacun sait que, quand on connaît le sujet, que ces spectacles-là ont été les points cardinaux sur lesquels s'est bâtie l'histoire du théâtre, par exemple. Et puis Peter Brook dit une chose qui est très profonde, il dit « Les spectacles n'existent que dans la mémoire de ceux qui les ont vus. » Très différent du cinéma, d'autre chose. Vous avez été dans une salle tel jour, telle heure. Et je dis, pour aller très loin, qu'il y a des artistes à côté desquels je suis passé parce que je n'ai pas vu le spectacle de référence. Je dis par exemple un artiste comme Bob Wilson, qui est un immense artiste américain de théâtre. J'ai peut-être vu, moi, 20 pièces de Bob Wilson, 20 spectacles de Bob Wilson. J'ai admiré Bob Wilson, je l'admire toujours. Il ne m'a jamais fait vibrer. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas vu, en 1965 ou 63, Le Regard du sourd, dont tout le monde a dit, ce spectacle-là révolutionne la mise en scène en France et dans le monde. Alors, je le dis avec honnêteté, et je dis, en fonction de mes manques, de mes certitudes, de ma connaissance des choses, à un moment donné, je pense que je peux être préconisateur de goût. Après, on peut très bien dire, bah, écoute, mon bonhomme, très bien, mais moi, voilà, moi, ça ne me plaît pas. C'est pas ça la question. C'est de dire que on peut néanmoins dire, d'accord, ça ne vous plaît pas, mais par rapport à l'histoire du théâtre, ce que je vous propose là est significatif et représente quelque chose. Et je vais même plus loin, dans le travail que j'ai essayé de faire, notamment dans le domaine de la danse, j'ai fait en sorte, et ça c'est vraiment un challenge, de montrer à Tarbes pendant 30 ans l'intégralité des grands noms de la danse internationale et française. Oui. On reconnaît en général, les professionnels reconnaissent en général que ça a été fait. Voilà. D'accord, donc une sorte de mission finalement, que vous prenez à cœur. Aujourd'hui, le Parvis continue d'accueillir de nombreux artistes. Est-ce qu'il y a une ligne de conduite justement par rapport à vos goûts, par rapport à vos choix ? Vous essayez d'être assez éclectique dans les choix que vous faites ?
toute maison a une histoire et une ligne. Hein. Si vous êtes issu de la Maison de la Culture de Grenoble, vous suivrez l'histoire de la Maison de la Culture de Grenoble, ou celle du Havre, ou d'Amiens, ou de Bourges, que sais-je. Effectivement, il y a un esprit de la programmation à Tarbes. Et les gens qui m'ont suivi, ceux qui m'ont succédé, sont dans la même logique de production. Parce que, pour une bonne raison, c'est que le public qui a été formé là, est un public qui attend quelque chose. Et qui sait le manifester. Quand il est content, quand il n'est pas mécontent. Car dans ce métier, c'est un métier terrible. Il faut 10 ans pour faire un public. Et un soir pour le perdre. Donc, il vaut mieux être attentif. Alors, il y a, je crois, et ça c'est une richesse de la France, mais c'est normal, il y a un esprit des salles. L'Olympia, c'est pas Bovino, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il y a une personne, un artiste, ou plusieurs, que vous auriez rêvé d'accueillir, et cela ne s'est pas produit pour différentes raisons? Qui auriez-vous rêvé de rencontrer ou de voir sur scène? Je vais vous faire une réponse différente. Par exemple, vous parlez de la danse à l'instant. Il y a quelqu'un que j'avais loupé, que je n'arrivais pas à voir, et j'en étais très, très triste, c'était Maurice Béjart. Vous voyez, Maurice Béjart, c'est un moment intéressant d'avoir. Et je l'ai eu très tard. Très, très tard. À un moment où il était à Lausanne, donc, puisque vous savez que Maurice Béjart a fait une carrière, il a toujours été autour de la France. Il a été au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, au moment où il aurait dû être à l'Opéra de Paris, puis finalement, il est allé ensuite à Lausanne, il a fait bon. Et à la fin, il était assez âgé, il avait ce ballet de Lausanne, ballet Béjart-Lausanne, qui est un des très beaux ballets, vous connaissez bien sûr. Et donc, je fais venir Béjart, j'étais très content, donc... Et puis là aussi, il se passe quelque chose qui est un peu un malentendu. Béjart venait d'écrire un livre, Le nom de qui? Il fait des interrogations par rapport à lui-même, demandait qui il était, lui qui était fils d'un philosophe carteron de Sénégalais, Berger, qui était le père de la caractérologie française. Donc Béjart a du sang noir dans les veines, voilà. Et malgré ses yeux bleus pétillants et son physique très, très, très caucasien. Et il avait fait ce livre, donc j'ai profité pour faire une soirée comme ça. Donc il allait jouer le soir, et puis à 18h, on fait une rencontre avec le public. Puis moi, je suis assez intimidé par Béjart, parce qu'il est... Ouais, c'est une personnalité tellement puissante, quoi. Puis le courant passe pas, quoi, tellement... Bon, il répond... Voilà, comme je fais là maintenant. J'espère que je suis plus chaleureux que lui. Et puis voilà, bon, ça se termine, et puis il signe son bouquin. Et après, on se retrouve dans mon bureau pour prendre un verre, après le spectacle. Et j'essaie de revenir à la charge un peu. Je n'étais pas satisfait. Il ne se détend pas, puis tout d'un coup, il voit sur ma table une noix. Une noix que moi j'avais ramenée d'un voyage en Asie. Je ne sais pas si vous connaissez ces noix. Ce sont des grosses noix, et qui sont sculptées avec des centaines de Bouddhas dessus. Vous avez déjà peut-être vu ça. On achète ça quand on voyage. Ah, il me dit... ah oui, ben c'est... oui, c'est ça. Je dis oui. Ah ben j'en avais une, je l'ai perdue. Oh, tenez, je vous la donne. Un dégelé, tout d'un coup, et on se met à parler de l'Asie, du théâtre. Ah, il se met à me raconter comment il a monté Mishima à Tokyo. Il a dansé Mishima à Tokyo, grand théâtre de Tokyo, et comment l'acteur japonais qui dansait Mishima, avant de danser, a dit à Béjart, il faut que nous allions sur la tombe de Mishima pour lui demander l'autorisation de danser. Et les voilà partis dans un cimetière de Tokyo pour faire cette cérémonie où l'acteur japonais demandait aux morts qui étaient sous la terre l'autorisation de s'emparer de son esprit, de le faire revivre sur scène. Chose incroyable. Et voilà mon Béjart qui s'est même raconté des histoires comme ça. Et on passe 2 heures ensemble, inouï. Alors, voilà mon histoire, c'est ça, quoi. Et ma réponse est dans l'esprit, c'est-à-dire, vous posez une question et je vous réponds autre chose. Bon.
Alors là, aller à la rencontre de vos lecteurs, partager ce que vous avez écrit, leur offrir aussi vos rencontres et puis les spectacles que vous avez vus. J'imagine que c'est important d'aller comme ça au devant des gens qui ont lu votre livre ou qui souhaiteraient le lire, de partager vos émotions. Ben parce qu'il n'y a pas de spectateurs ici ou d'auditeurs ici, j'imagine, qui viennent de manière complètement vierge. C'est-à-dire que tous ont vu des spectacles, tous ont une expérience de rapport au spectacle, tous se sont identifiés un jour au spectacle, et tous ont compris cette chose unique, c'est que si on revient au spectacle, c'est parce qu'on éprouve des émotions. C'est parce que tout d'un coup, quelque chose vous conquiert, vous habite, vous traverse, et que vous dites, mais c'est pas possible, ce dernier mouvement là du quatuor de Mahler qui me trouble tant, il a produit en moi quelque chose, j'ai envie de prolonger, d'écouter à nouveau. C'est de ça qu'on parle. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est prolonger en mots, en essayant et là pour le coup, de faire un travail littéraire, de transformer dans les mots, de trouver l'équivalent en mots des émotions que j'ai ressenties, ou des réflexions que je me suis faites. Mais en essayant de mettre dans un livre quelque chose qui ne soit pas... Voilà, je raconte mes mémoires, c'est pas ça du tout. Oui, l'émotion. C'est comme si la vibration émotionnelle qui se produit sur une scène continuait. Dans l'introduction du livre, vous l'aurez remarqué, je dis que dans le théâtre que j'ai vécu, on pouvait descendre de mon bureau à la scène. Et que souvent, le soir, quelquefois le soir, lorsqu'il n'y avait pas de spectacle, les gens étaient partis, etc., je m'asseyais sur la scène, tout seul, avec la servante. Ce qu'on appelle la servante, c'est une lumière un petit peu toute seule, qui était au-dessus d'un piquet pour maintenir, pour qu'on ne se prenne pas les pieds dans les câbles, par exemple, qui indique une présence aussi, c'est un petit peu religieux. Et je regardais le noir, et j'essayais d'entendre les rumeurs imaginaires qui avait peuplé cet espace, m'inspirant là d'un théâtre de Tchekhov, où dans Tchekhov, il y a toujours, à la fin d'une pièce, un vieux qu'on a oublié. Et dans la Cerisée, par exemple, c'est le vieux Fierce. Voilà, toute la famille est passée comme une trombe, ils ont vécu, ils ont passé l'été, puis ils sont partis, ils ont fermé les portes. Puis le vieux était un peu somnolent, puis il se retrouve là et dit « Ah, bah ils sont partis. Tiens, je suis âgé, la vie est passée, c'est comme si je n'avais pas vécu. » Ou une autre fois, dans le Chant du cygne de Tchekhov, il y a ça, un personnage s'est endormi là aussi au théâtre, il n'y a plus rien, puis les gens sont partis depuis longtemps. Et puis il se réveille. Puis il appelle ses copains, « Yegorka, Petrouchka, où êtes-vous » Et là, il se met à évoquer. Et ça correspond chez moi à un souvenir personnel. Il y a bien longtemps, j'avais envie d'aller voir un spectacle de Lev Dodin, qui est un des très très grands metteurs en scène russes, à Saint-Pétersbourg. Et j'étais descendu dans un hôtel à Saint-Pétersbourg, et ce soir-là, je demande à un portier de l'hôtel, écoutez, voilà, je sais qu'il y a un spectacle qui se donne dans le théâtre de Lev Dodin, et j'aimerais bien y aller, mais je suis incapable d'y aller tout seul. Je voudrais que vous me trouviez un taxi qui m'amène, qui m'attende, et qui me ramène. Pas de problème. Et me voilà parti. C'était Saint-Pétersbourg avant la chute du rideau de fer. Hein. C'était Saint-Pétersbourg avec peu de lumière, avec des routes défoncées, des nids de poules. Et si vous connaissez Saint-Pétersbourg, c'est un peu avec des canaux partout. Enfin, c'est pas simple. Pas simple. Il m'amène à ce théâtre, bourré de monde, illuminé, bourré de monde. Les derniers rentraient, mais j'avais mon billet, donc je suis rentré. Puis, j'avais pas de place, quoi. J'avais pas pu m'asseoir, donc je me suis assis au bord, tout à fait une place au bord. Bon. Et j'étais à côté de la porte. C'était joué en russe. Bon, je savais que je voulais voir.
Puis il y avait une ouvreuse qui était à côté, là, et qui se tenait droite, une vieille dame. Je m'approche, je fais signe comme ça, puis dans un anglais un peu improbable, je lui demande si elle peut me trouver un papier pour m'expliquer en anglais ou pour me dire. Elle me répond dans un français parfait, mais vous savez, monsieur, moi j'ai été ouvreuse à Paris. Et donc elle m'a chuchoté la pièce pendant tout le temps. Donc c'était charmant, et j'ai pu suivre donc cette magnifique mise en scène de Lev Dodin. Et là où je veux en venir, c'est que à la fin de la pièce, applaudissements, et jamais vu une chose pareille. Le théâtre se vide en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et il se vide et les lumières s'éteignent. Économie. Il y avait une durée donnée pour la lumière. Et me voilà devant le théâtre de Lev Dodin à Saint-Pétersbourg, dans le noir, sur le trottoir, et rien, personne. Je me dis, mon vieux, t'es foutu. Et j'ai pensé à Tchekhov. Je me suis dit, mais voilà, je suis le vieux qui a été abandonné dans le théâtre de Tchekhov. Ah, il m'est arrivé une idée lumineuse. J'avais un briquet, j'ai allumé une cigarette. Et quand j'ai eu allumé la cigarette, j'ai vu des phares qui s'allumaient. Il y avait le taxi qui roupillait dans son taxi, quelque part. Il dit, tiens, mais ça doit être lui. Il s'est approché. Et il m'a chargé. J'ai respiré. Et en rentrant, je me suis dit, voilà, ça, là, mon vieux, non seulement tu as vu une pièce formidable, mais tu as été dans le théâtre de Tchekhov. C'est ça, le théâtre de Tchekhov. Et donc, je reviens à ma descente dans le théâtre, comme ça. Je me dis que quand on est dans un théâtre vide, ben c'est tout ce qu'on sait du théâtre qui vous peuple la cervelle. Et c'est un peu ça qui est venu habiter mon livre. Qui vous occupe l'esprit, en somme. Alors, Marc Bédite, ce livre, vous allez en parler, vous allez en faire la promotion, mais est-ce qu'il y a déjà en vous l'idée d'un prochain livre ? Écoutez, à chaque jour suffit sa peine. Là, pour l'instant, ce livre marche bien. Il marche bien parce que, comment dirais-je, je crois qu'il touche les gens, et le bouche à oreille est très bon. Donc, en fait, mon éditeur est content, moi aussi je suis content. Donc, il est sorti depuis le mois de mai, fin mai. Et donc, il a traversé l'été comme il faut, et je l'ai aidé aussi. On a fait quelques rencontres, il y en a encore quelques autres à faire. Bon, moi je fais mon petit VRP de mon bouquin, et puis j'espère que les gens auxquels on le confie, s'ils l'aiment, ils le passeront à d'autres, et puis que voilà, c'est la vie d'un livre. D'accord. Mais pour la suite, vous avez éventuellement l'envie d'écrire sur un autre sujet ? Vous avez déjà des petites idées ? Mais croyez-vous qu'une fois qu'on a pris la plume en main, on puisse s'arrêter ? J'en doute, si on regarde autour de nous les écrivains, mais... Est-ce que quel thème, moi ce qui m'intéresse, l'abondance, oui, ce que j'aimerais surtout, c'est savoir quel thème, avez-vous réfléchi à une idée, à un sujet, qu'est-ce qui vous plairait ? Comment dirais-je ? Ma vie intellectuelle et mes préoccupations sont d'un balancier. C'est-à-dire, un coup je fais un roman, un coup je fais un essai, un coup je fais un roman, un coup je fais un essai. D'accord. À vous de voir. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Marc Bédite ? Des lecteurs. Voilà. Parce qu'on fait ça pour continuer ce qu'on a fait toute sa vie dans le spectacle, mais par d'autres moyens. Très bien. Alors, on va peut-être donner la parole au public. Si vous avez des questions, écoutez, Marc Bédite est là pour y répondre. Donc, il faut oser. Peut-être la première personne va faire un effort pour se lancer, mais après, je pense que ça pourra se faire très facilement, en toute simplicité. Bonsoir. Vous écrivez donc sur des personnes connues, et j'aimerais savoir quelle a été leur réaction, en tout cas pour ceux qui sont toujours en vie. Enfin, je ne sais pas s'il y a des personnes décédées. Avez-vous eu des réactions, et quelles ont été ces réactions ? Écoutez, les quelques réactions que j'ai enregistrées, il n'y en a pas énormément, ont été plutôt bonnes, parce que comme vous verrez si vous le lisez, j'écorche très peu de monde. Très peu de monde. Je ne règle pas des comptes dans ce livre. C'est plutôt
j'ai dit tout à l'heure que le registre en était l'empathie. Vous voyez, on dirait dictionnaire amoureux, ça pourrait marcher. C'est-à-dire, c'est de dire, voilà dans quoi on communique, quoi, des deux côtés. Et chacun qui me lit peut voir l'admiration que je porte aux gens qui font ce métier et qui ont le courage de porter l'audace d'être soi pour les autres. Et en même temps, le risque de se voir voilà, mal compris ou mal jugé ou mal aimé. Donc, en fait, les réactions sont bonnes, sont amicales, voilà. Certains sont d'ailleurs très contents. Donc, voilà. Peut-être d'autres questions? Tout simplement, vous continuez à aller au théâtre? Et de plus en plus, bien sûr. Mais alors, je vais vous faire une confidence. Maintenant que je ne suis plus obligé de programmer, je vais voir vraiment ce qui me plaît, quoi. Voilà. Et il y a tellement de choses qui me plaisent que j'ai pas assez de jours dans l'année pour tout voir. Hein. Une autre question? Moi, je voulais simplement savoir si vous-même, vous aviez fait du théâtre ou pas, parce qu'il ne me semble pas l'avoir fait. Alors, la réponse est oui, mais avec un bémol. Il m'est arrivé de monter des spectacles, des pièces, y compris des spectacles lyriques. Par exemple, j'ai monté L'Enfant et les sortilèges de Ravel, des trucs comme ça. Mais il y a une déontologie dans notre métier, qui consiste à dire que quand on détient les cordons de la bourse, pas trop sympa de les utiliser à son propre avantage. Et donc, lorsqu'il m'est arrivé de mettre en scène des spectacles, quelquefois, de temps en temps, de loin en loin, c'était un peu comme quelqu'un qui il dit, voilà, je connais la cuisine, bah, j'ai un grand restaurant, mais il y a un grand cuisinier dedans, mais c'est ce que c'est quand même. Et puis pour mes amis, de temps en temps, je vais vous faire un petit plat. Et par ailleurs, c'est pas mauvais aussi d'avoir dirigé des artistes, des acteurs, des chanteurs, pour comprendre ce qu'il en est de ce métier, des difficultés de ce métier, et des réussites de ce métier, et des échecs de ce métier. Donc je l'ai fait, mais avec parcimonie. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je vais reprendre le micro, Marc Bellitte, et puis j'ai pour habitude, en fin d'émission de radio, de poser des questions à mes invités qui se rapprochent du questionnaire de Proust et qui sont différentes chaque semaine. Donc je n'ai pas choisi des choses très compliquées, n'ayez crainte. Mais je serais ravie que vous vous y soumettiez. Y a-t-il un proverbe, une citation qui vous ont accompagné tout au long de ces années? Quelque chose que vous aimez vous répéter ou qui compte pour vous? Je pourrais, peut-être c'est un proverbe en tout cas, mais c'est une chose que je me suis dit souvent, c'est ne juge pas avant d'avoir vu. Et puis une qualité que vous appréciez le plus chez les autres? Chez les hommes ou chez les femmes? Vous avez le choix, on peut tout à fait écouter pour les deux sexes. Alors, je vais essayer de faire une réponse normand, parce que je sens où je pourrais mettre le pied, qui pourrait être un faux pas. Qualité que j'apprécie le plus, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'empathie. C'est-à-dire lorsque l'on peut communier ensemble dans l'admiration de quelque chose de commun, qu'on partage avec quelqu'un. C'est plus intéressant qu'autre chose. Mm-hmm. Vous savez, quand vous êtes, par exemple, dans une salle de concert ou ailleurs, tout d'un coup, vous venez d'entendre quelque chose qui vous a... et que vous regardez votre voisin à côté, qu'il est... Voilà. Qui est dans le même état. Ça, oui, voilà. Mm-hmm. Et puis un mot qui résonne en vous. Eh bien, il y en a eu plusieurs dans ma vie. Et je pense qu'aujourd'hui... celui qui viendrait à l'esprit et qui reflèterait assez mes préoccupations, c'est patience. Très bien. Mais écoutez, Marc Bellitte, je vous remercie vraiment. Merci à vous. C'était avec grand plaisir. Merci au public de nous avoir écoutés. Merci à vous tous.